Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation n'a pas pour objet de communiquer des résultats d'une recherche scientifique, mais il s'agit plutôt d'un retour. Excusez-moi, je suis très timide, donc voilà, ça va venir. Donc de près de 30 ans d'expérience au service des collections photographiques, avec pour objectif d'amorcer une réflexion sur les problèmes posés par les nouveaux cadres normatifs mis en place depuis ces dernières décennies. Alors, je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà, car... Il m'entend? Ok. Car nous, les professionnels en charge de la préservation des collections, sommes face à une injonction contradictoire. D'une part, conserver les photos pour qu'elles soient au sec, au frais, voire au froid, et au noir, c'est-à-dire loin du public. Mais en même temps, les mettre à disposition de ce même public, car telle est la mission de service qui nous incombe. Dans ce contexte, comment concilier ces deux missions contradictoires et quels sont les compromis à faire pour y arriver? Les collections photographiques sont très diverses dans leur forme, leur typologie et par les matériaux qui les constituent. Du daguerreotype, un amalgame d'argent et de mercure sur une plaque de cuivre, au diasec, une impression numérique sur papier collée sous une plaque de plexiglas. Les typologies sont riches et variées et présentent des problèmes de conservation extrêmement divers et spécifiques. Les matériaux qui constituent ces fonds sont de nature organique ou minérale et d'origine naturelle ou artificielle, c'est-à-dire issus de matières naturelles transformées, ou encore synthétiques provenant de la chimie du pétrole pour les matériaux les plus récents. Les phototypes sont une sorte de millefeuille composée de supports primaires et secondaires et des matériaux photosensibles qui constituent une image majoritairement issue de celles argentiques pour le noir et blanc ou à base de colorants organiques pour la couleur. Conserver, c'est l'ensemble des actions menées sur les collections qui feront évoluer la situation de l'état A, quelque peu chaotique, vers l'état B, propre et organisé pour un usage facilité des collections. Pour ce faire, divers protagonistes rentrent en jeu. D'une part, les conservateurs, les chargés de collection, les bibliothécaires, les archivistes, etc., en charge de leur protection juridique, de leur enrichissement et de leur valorisation. Et d'autre part, l'ensemble des personnes qui ont pour mission leur préservation matérielle, c'est-à-dire les régisseurs, les conservateurs-restaurateurs, les techniciens de conservation, encadreurs, socleurs, etc. Alors, conserver les collections, ça signifie concrètement indexer, inventorier, afin d'identifier clairement l'œuvre par un numéro unique et singulier qui le suivra tout au cours de sa vie dans l'institution. C'est évaluer l'état de l'œuvre à son entrée dans la collection, mais également régulièrement, notamment avant qu'elle soit présentée au public. Cela signifie aussi la préparer pour qu'elle puisse intégrer son lieu de stockage de longue durée, c'est-à-dire la nettoyer, la décontaminer, la stabiliser, la consolider ou la restaurer. L'œuvre est documentée, à savoir photographiée, mesurée précisément, et pas uniquement ses dimensions en exposition, mais surtout ses dimensions telles qu'elle sera conditionnée en stockage. La qualité et la rigueur de l'indexation permettront de gérer correctement les fonds, qui, c'est quand même l'une des caractéristiques du domaine de la photographie, sont souvent pléthoriques. La mise en œuvre de toutes ces mesures conservatoires induit que chaque professionnel qui gravite autour des collections puisse jouer sa partition. Aussi, une bonne conservation
des collections dépendra des ressources tant financières que des capacités humaines ou techniques, qu'il s'agisse d'espace ou d'équipements disponibles. Dans l'introduction des actes du colloque « La conservation préventive » organisée par la RAFU en 1992, Gaël de Guichen, le maître à penser des préventeurs, et Denis Guimard définissaient les actions conservatoires effectuées directement sur les œuvres comme étant les opérations curatives, et celles indirectes, c'est-à-dire effectuées sur leur environnement, comme des mesures de conservation préventive. Cette approche a permis de fixer un cadre aux actions menées sur les collections. Deux approches coexistent dans la mise en œuvre des mesures conservatoires. Les opérations ponctuelles, qui sont généralement conditionnées par un déplacement des œuvres pour exposition ou pour leur communication au public. Cela peut induire un simple dépoussiérage, mais également un conditionnement, encadrement ou un soclage, ou encore une restauration lourde qui nécessite une programmation en amont, afin de mettre en œuvre des compétences et des moyens spécifiques. Ce peut également être des opérations suscitées par un événement ponctuel ou programmé, comme les travaux dans la réserve, mais aussi un événement accidentel, tel un incendie, une inondation, une contamination microbiologique. Enfin, la majeure partie des opérations à mener sur les collections sont des actions au long cours, comme un conditionnement ou un reconditionnement d'un fonds, qui sont souvent des opérations de grande ampleur et qui nécessitent un temps long que les personnels en charge des collections ont souvent beaucoup de mal à dégager du fait du manque d'effectifs et de la charge de travail induite par les deux précédents points. De fait, la préservation des fonds se heurte à un ensemble de problèmes. Les premiers sont liés au bâti, qu'il s'agisse de l'implantation des locaux ou d'aménagement intérieur, car les collections sont généralement positionnées dans des espaces peu propices, au sein de friches dont aucun autre service administratif ne veut. Les défauts d'équipement en système de traitement d'air, de sécurité, de sûreté ou du fait d'installations anciennes, électricité, matériaux de revêtement polluants, etc., peuvent aussi s'avérer problématiques. De même, l'ensemble des activités induites par l'exploitation de la collection et sa diffusion sont des facteurs de risque, à l'instar de l'activité biologique provenant des insectes ou des autres organismes vivants. Enfin, des événements catastrophiques imprévisibles peuvent survenir et causer des dommages irréversibles et spectaculaires, surtout si les collections sont implantées dans des zones à risque, comme par exemple les zones inondables. Nous sommes donc en présence d'un système complexe, lui-même inclus dans un dispositif qui a, autant que faire se peut, vocation à le préserver des facteurs de dégradation. Mais la situation est encore plus complexe qu'il y paraît, puisqu'une double cinétique d'interaction s'exerce au sein même de la collection. En interne, du fait des sources de dégradation endogènes produites par les matériaux de la collection, comme les acides organiques dégagés par les supports nitrates dont on parlait Marie-Ève et Karine tout à l'heure, évoqués, et ceux émis par les vieux cartons de montage, par exemple. Et puis une cinétique externe provenant de l'ensemble des facteurs de risque mentionnés et qui entourent la collection. Gaël de Guichen, toujours lui, a, dans le cadre de l'ICROM, produit un diagramme dans lequel il distingue deux types de risques. Ceux ayant un facteur immédiat et catastrophique. Alors, je n'ai pas de pointeur. Le diagramme, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, en fait, désolé. Donc sur la partie gauche, on a des effets qui sont immédiats et catastrophiques, et sur la partie droite, en violet, lent et cumulatif. Ensuite, il sépare chacune de ces deux catégories selon qu'elles ont des causes naturelles, donc les deux divisions à l'intérieur de ces deux catégories colorées. En haut à gauche, les effets naturels, et ensuite les causes humaines.
Même chose pour la partie droite. Et donc on remarque en fait que les facteurs de dégradation imputables à l'activité humaine sont les plus nombreux, toutes catégories confondues, qu'il s'agisse du public ou du fait des professionnels. Le bâtiment, c'est l'ultime protection contre les risques extérieurs. Il a donc une fonction primordiale. Sa conception et son implantation sont déterminantes pour la préservation des collections. Les espaces dévolus au stockage sont encore trop souvent considérés par les maîtres d'œuvre comme un poids dont il faut se débarrasser. Et ces derniers placent les réserves le plus loin possible des espaces d'exposition, plus valorisants aux yeux du public. C'est comme ça que l'on se retrouve à calfeutrer la lumière des espaces d'exposition situés dans les étages nobles, alors que les sous-sols sont très bien protégés de la lumière et que par ailleurs on entasse ces collections dans ces mêmes sous-sols, dans des réserves inondables. Ne pourrait-on faire l'inverse? Ça éviterait des chronophages plans de prévention des risques d'inondation pour bien des institutions. En bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, on a dans un musée une réserve qui est située juste en dessous des toilettes pour le public. Donc, je vous laisse imaginer le risque auquel les œuvres sont exposées. Dans une institution patrimoniale, la réserve constitue le trésor. Il doit à ce titre être préservé des facteurs de risque. C'est le lieu de vie des œuvres où elles séjournent le plus longtemps, à part pour certains chefs-d'œuvre trop exposés et qui sont voués à disparaître prématurément. Contrairement aux pratiques actuelles des architectes et maîtres d'œuvre, comme on vient de le voir, on souhaite que la réserve soit implantée hors des caves ou des greniers et plutôt au cœur du bâtiment. En tout cas, loin des équipements à risque, chaufferie, menuiserie, cuisine, etc. Elle ne devrait pas être un moyen impraticable, le local dont personne ne sait trop quoi faire, ni non plus une zone de circulation. La réserve doit être facilement accessible, de bonne dimension, pourvue d'une ouverture permettant l'accès du matériel de roulage et la circulation doit y être aisée. Elle doit être sécurisée et à l'abri du risque à incendie. Je vous renvoie au récent drame de Rio. Ces revêtements devraient être non polluants et faciles à entretenir, son climat stable et l'air renouvelé à minima, puisqu'en théorie, elle ne reçoit pas de public. Elle doit être exempte de canalisation et équipée d'un système d'éclairage assujetti à la présence des opérateurs. C'est un local réservé aux œuvres uniquement, c'est-à-dire dépourvu d'éléments de muséographie, d'équipements, de produits d'entretien, de photocopieuses, de numériseurs, etc. Dans l'idéal, elle devrait être aveugle, avec des conditions climatiques contrôlées et régulées, pourvue d'une ventilation et d'une filtration de l'air, et équipée d'une chambre froide pour les documents couleurs et les esters de cellulose dont on vient de parler. Pour ce faire, la norme NF-EN 16141 sur les pôles de conservation fixe un cadre général de travail. En bref, la réserve idéale serait un bloco sur pilotis dans une double enveloppe avec toutes les fonctionnalités mentionnées dans la norme NF-EN 16141. J'avais pas fini. La nature ayant bien fait les choses, le concept de l'œuf. Alors j'avais une belle animation sur mon Mac, mais en fait j'ai dû passer sur PC. Et du coup, je ne sais pas si vous pouvez le voir. En tout cas, vous avez dû entrevoir un œuf. Et donc c'est sans doute ce concept-là qui serait le plus approprié pour inspirer les architectes et les maîtres d'œuvre sollicités pour concevoir des réserves. C'est-à-dire une double enveloppe. Si la question du bâti est déterminante, celle du climat qui règne autour des collections l'est tout autant. Le climat est notamment caractérisé par deux paramètres intimement liés, l'humidité relative et la température.
Les normes imposent des plages spécifiques, les spécifications aux consignes, pour une bonne conservation des matériaux. Elles sont particulièrement rigoureuses pour les œuvres photographiques du fait de la sensibilité et de la fragilité des matériaux qui les constituent. Cependant, là encore, nous sommes confrontés à des paradigmes bien ancrés chez nos chers amis climaticiens, prescripteurs et installateurs. Du coup, j'attire votre attention sur le conflit d'intérêts possible, qui ont une exigence de la courbe de température proche de l'encéphalogramme plat, laissant filer l'hygrométrie, alors que nous souhaiterions l'inverse. Par ailleurs, lorsque des équipements sont mis en place, les institutions ont bien du mal à entretenir ces installations, ce qui conduit parfois à des situations à risque en termes d'infestation biologique. En bas, vous voyez 2 gaines de soufflage d'air neuf. Et donc, je ne sais pas si la diapo est très visible. Elles sont particulièrement encrassées, et donc c'est de l'air qui est soufflé à la fois sur les collections, mais aussi sur les opérateurs qui se trouvent à travailler dans les réserves. Voilà. La norme ISO 18934 indique les conditions climatiques recommandées pour les phototypes et œuvres vidéo. Je vous propose ici une traduction colorée de ce tableau récapitulatif. Il montre une approche relative des choses en fonction des typologies des matériaux. Encore une fois, je ne sais pas si c'est très visible. En tout cas, il faut se rendre à l'évidence que le climat frais, voire froid, est le plus indiqué pour les œuvres. Vous voyez ici en bas les plages qui sont les plus favorables, et on se situe dans des zones de congélation. Voilà. Si la plage d'humidité relative est assez large pour l'ensemble des matériaux, 30 à 50%, vous remarquerez qu'on ne dépasse jamais cette limite. La tolérance de variation de 5% par 24 heures apparaît plutôt restrictive et contraignante. Certains établissements ont même des consignes encore plus restrictives que la norme. Un grand musée français impose pour le prêt de ses œuvres une hygrométrie de 50%, plus ou moins 5%, sans précision de temps, et une tolérance de 1 degré de température seulement. Vous pouvez constater que les conditions dans sa réserve suivent peu les consignes. Vous avez en rouge les consignes de température et la courbe noire donc de température qui se situe presque quasiment tout le temps hors des consignes, et de même pour l'hygrométrie en vert, et la courbe d'hygrométrie en bleu qui se situe peu à l'intérieur de ces mêmes consignes. La question peut alors être posée: les consignes sont-elles trop contraignantes pour un système qui n'est pas à la hauteur des attentes? C'est pour ces raisons que nous plaidons pour une approche plus holistique, qui tienne compte à la fois des œuvres, mais aussi du contexte de conservation. Ainsi, le groupe BISO, qui rassemble des institutions prestigieuses, le Louvre, la RMN, le Tate, etc., suggère que les consignes puissent évoluer dans le temps, en tenant compte notamment des cycles saisonniers. Sur le diagramme à droite, vous voyez dans la partie gauche, en fait, la période hivernale et un pic, en fait, pour la période estivale. C'est là une approche qui mériterait d'être poussée. Enfin, je vous présente en bas les conditions exigées par une fondation privée détentrice de chefs-d'œuvre qui propose une variation de l'hygrométrie allant jusqu'à 5% par heure et non par 24 heures comme spécifié dans la norme, et des températures pouvant fluctuer de 9 degrés. Cette approche pragmatique et réaliste me semble une piste intéressante à creuser. Au-delà des conditions climatiques, les conditionnements des œuvres pour du stockage durable sont un élément déterminant de la réduction des risques sur les phototypes. L'usage de matériaux dits de conservation est régi par plusieurs normes, dont la norme ISO 10214, dite PAT, spécifique aux matériaux photographiques. Cette norme étant relativement stricte, les matériaux qu'elle valide peuvent être utilisés pour tout autre type de collection.
Nous avons évoqué le hiatus entre la préservation et les contraintes d'accessibilité aux collections. L'enjeu est déterminant, mais ne va pas sans poser de nombreux problèmes. Si les conditions climatiques des œuvres sont souvent un talisman, brandi lors de prêts au motif qu'elles sont sensibles aux variations climatiques intempestives, la question de l'éclairage est un autre prérequis des conventions de prêt. Selon la norme NFZ 40010, qui classe les phototypes selon leur degré de sensibilité à l'éclairement, les phototypes les moins sensibles peuvent être exposés à une durée totale DTE annuelle de 84 000 lux-heures, c'est-à-dire un maximum de 62 jours, à raison de 9 heures par jour et d'une intensité lumineuse de 150 lux. En revanche, quelle que soit la durée de l'exposition, le taux d'ultraviolet devrait être limité à 10 microwatts par lumen. Les nouvelles sources lumineuses que sont les LED offrent aujourd'hui une meilleure latitude de travail, mais la tendance actuelle des galeries de type White Cube, très lumineuses, pose un réel problème. Là encore, comment modifier les tendances et les paradigmes? Des conditions climatiques et d'éclairage strictes sont légitimement exigées par les prêteurs soucieux de récupérer les œuvres qu'ils prêtent dans le même état qu'à leur départ. Mais d'autres aspects, comme des scénographies spectaculaires, en contradiction avec les principes mêmes de préservation, qui mettent en œuvre des matériaux polluants ou des systèmes de présentation risqués pour les œuvres, ne sont que rarement pris en compte. Enfin, je tiens à soulever la question de la problématique environnementale que posent les divers dispositifs techniques mis en place autour des collections, qu'il s'agisse des chambres froides, des systèmes de traitement d'air ou des matériaux des scénographies temporaires. Je laisserai le soin à Agnès Gall-Ortlieb de revenir sur ce point précis. Pour finir, je me permets simplement de poser quelques questions cruciales et dérangeantes qui, selon moi, méritent d'être débattues. Doit-on se conformer impérativement aux normes? Peut-on espérer changer les paradigmes des maîtres d'œuvre et des scénographes et placer la collection au cœur des préoccupations et des constructions? Comment sensibiliser, renforcer le dialogue avec les commissaires et les scénographes? Peut-on convaincre les climaticiens de laisser fluctuer la température des réserves au profit d'une hygrométrie stable plutôt que l'inverse? Peut-on améliorer l'isolation et l'inertie des locaux plutôt que de tout faire reposer sur la technologie du traitement mécanique de l'air? Peut-on attendre de raisonnables conditions de prêt de la part des prêteurs? À l'instar des applications de type Uber, ne faudrait-il pas parfois que les emprunteurs puissent également noter ou évaluer les conditions environnementales chez les prêteurs? Enfin, peut-on espérer un soutien financier de la part des administrateurs pour des opérations de long cours pour la préservation des collections, opérations peu visibles et souvent difficiles à valoriser? Pour conclure, je dirais que la préservation et la valorisation des fonds photographiques est l'affaire de tous, à condition de faire preuve de bon sens et d'œuvrer dans la collaboration et la concertation, afin que chacun puisse faire entendre son point de vue et ses prérogatives dans le souci des œuvres. Voilà, je vous remercie pour votre attention, avec toutes mes excuses pour que... Je tiens surtout à remercier Anna Coste de m'avoir sollicité et Mathilde Charrier pour l'organisation de ces journées. Merci.